Seated. Veuillez vous asseoir. Good morning, everyone. Could the court officer... Le président, bonjour à tous. Est-ce que la greffière d'audience pourrait appeler l'affaire, s'il vous plaît? Greffière d'audience, bonjour, monsieur le président, messieurs les juges. Situation en République centrafricaine numéro 2. Affaire, le procureur contre Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaïsona. Référence de l'affaire ICC 01 14 01 18. Le président, les parties peuvent-elles se présenter? L'accusation, tout d'abord. Monsieur Van der Poel. Nous avons aujourd'hui Claire Anderson qui est assise devant moi, Yassine Mofsta et moi-même. Kweku Van der Poel. Le président, représentant légaux des victimes, je suis Dimitri Souproun, représentant légal des victimes. Je peux faire mieux qu'hier dans mes présentations des membres de l'équipe. Pour les victimes qui ont subi les autres crimes, l'équipe est composée de 5 conseils, moi-même, Paulina Massita, dans le prétoire, avec ma consoeur, Elisabeth Rabesandatrana. À Dakar, au Sénégal, je pense que mon confrère souhaite se présenter. Voilà. Bonjour, Monsieur le Président, bonjour, Messieurs les juges. Je suis effectivement membre de l'équipe des représentants légaux et je participe à l'audience à partir de Dakar. Alors, je souhaiterais, Monsieur le Président, vous demander de bien vouloir me permettre de parler en position assise parce que je constate qu'avec ma grande taille, si je me tiens debout, il y a des problèmes de perspective et en tout cas d'image. Donc, je vous demanderai dès à présent de me permettre de présenter ma déclaration dans une position assise. Merci et bonne journée. Le président, bien entendu, nous préférons nettement vous voir. Et puis, il s'agit d'une simple formalité. Vous pouvez poursuivre. Y a-t-il d'autres membres de votre équipe? Depuis le bureau de terrain de Bangui, en République centrafricaine, je vois mon confrère, Maître Dangabo Abdou Moussa. Oui, bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Messieurs les juges. Je suis Dangabo Abdou Moussa, représentant légal des victimes en Centrafrique. Et enfin, notre consoeur, Marie-Edith Douzima-Lawson, également en connexion depuis Bangui. Bonjour, Monsieur le Président. Vous pouvez rester assise, Maître Douzima, parce que sinon nous ne vous voyons pas. D'accord. Merci, Monsieur le Président, messieurs les juges. Je suis Maître Marie-Edith Douzima-Lawson. Je suis représentante légale des victimes des autres crimes. Merci. Voilà. Le président, merci. Voilà, la preuve. Lorsque vous nous rejoignez par liaison vidéo, il vaut mieux que vous restiez assis. Le président toujours. Nous allons passer à la défense de Monsieur Yekatom. Nous avons pour la défense de Monsieur Yekatom Monsieur Thomas Anis, conseil associé, Maître Sabrine Beissa, gestionnaire du dossier. Et nous avons un assistant linguistique également, Madame Veul, pardon. Et puis moi-même, Mylène Dimitri, chef représentant principal, pardon. Ce matin, moi-même, Maître Richard Landry Omissé, Mme Kiamaï,
co-conseil, de Madame Sarah Pedroso, assistante au conseil, et de Madame Barbara Smatula, gestionnaire d'affaires. Je vous remercie. Thank you. And now we continue. Le président, merci. Nous allons poursuivre. We continue Oui. now with the Bien. presentation by the Nous continuons prosecution. à entendre And, l'accusation. who will proceed? Qui prend la parole maintenant? Yeah, okay. Then you have the floor. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je m'appelle Claire Henderson et je suis ici au nom de l'accusation ce matin. Je vais vous donner le programme pour ce matin. L'ordre de mon intervention. Dans les 10 minutes qui vont suivre, je vais vous présenter les incidents liés au crime. Ma collègue poursuivra, Madame Berdenikova, présentera 2 incidents, les 2 derniers, et nous terminerons avec les remarques finales de Monsieur Van der Poel. Nous allons maintenant passer à l'attaque coordonnée conduite par les anti-Balaka sur Bosangoa le 5 décembre 2013. Monsieur Ngaïsona est accusé de cet incident avec les chefs suivants: attaque de la population civile, meurtre, destruction de biens, pillage, transfert forcé et déplacement, privation grave de la liberté physique, viol et persécution. La ville de Bosangoa est la capitale de la préfecture de Wuhan. Elle comptait environ en 2003 36 000 habitants, y compris 8 000 musulmans. Un instant, s'il vous plaît. C'est un petit problème technique. Le président, est-ce que vous voulez utiliser le canal Évidence? Oui, voilà. Je crois que nous voyons. La ville de Bosangoa se trouve à environ 300 km au nord de Bangui et à 200 km au sud de la frontière tchadienne. C'est également la ville la plus proche de Gobéré où les groupes d'autodéfense anti-Balaka ont été créés pour la première fois. Souvenez-vous que Mme Stroyen, ma collègue, hier a expliqué que Ngaïsona était en contact avec les chefs de Gobéré et qu'il les aidait en fournissant de l'argent, de la nourriture, des armes et des munitions. Dans les mois qui ont suivi l'attaque du 5 décembre, ces groupes anti-Balaka terrorisent la population musulmane autour de Bosangoa dans une tentative de déloger les Séléka. Lors de l'attaque initiale sur Bosangoa, le 17 septembre 2013, les anti-Balaka ont tué plusieurs civils musulmans, mais finalement, ils n'ont pas réussi à reprendre la ville. Ce qui ne les a pas découragés. Le 5 décembre, ils reviennent à la charge, frappant Bosangoa quelques heures seulement après l'attaque menée contre Bangui au petit matin. Le timing n'est pas une coïncidence. Comme ma collègue Mme Struyven l'a dit, les anti-Balaka lancent des attaques coordonnées sur Bangui et Bosangoa sous la coordination de Maxime Bokom de Zongo. Dans les semaines précédant l'attaque du 5 décembre, les éléments basés à Gobéré s'étaient divisés. Vous vous souviendrez, messieurs les juges, que certains groupes s'étaient déplacés à Bangui pour participer à l'attaque sur place, alors que d'autres étaient restés à l'arrière pour attaquer Bosangoa. En outre, un combattant anti-Balaka qui participait à l'attaque sur Bosangoa racontera à la cour qu'il était en contact avec les éléments attaquant Bangui. Ces éléments, qui avaient déjà commencé leur attaque à Bangui tôt le matin, souhaitaient savoir pour quelles raisons l'attaque Bosangoa n'avait pas encore commencé. L'attaque des anti-Balaka sur Bosangoa est finalement lancée au début de l'après-midi du 5 décembre 2013. Cette fois-ci, les anti-Balaka réussissent à vaincre les Séléka à Bosangoa.
Il continue l'attaque sur la population civile des musulmans dans les zones résidentielles en tuant et blessant plusieurs. Au cours de ce procès, la Cour entendra une femme musulmane sur laquelle les anti-Balaka ont tiré alors qu'elle tentait de s'enfuir de la maison et pour aller vers celle de l'imam local. Elle portait, ainsi que les membres de sa famille, le vêtement traditionnel musulman. Vous entendrez les membres anti-Balaka qui vont participer à l'attaque. Les éléments de preuve montreront que pour les assaillants, il n'y avait pas de distinction entre les forces Salaka et les civils musulmans. Leur objectif était d'évincer tous les musulmans de la ville de Bossangoa en les tuant ou en les déplaçant. L'accusation présentera des éléments de preuve du meurtre par les anti-Balaka d'au moins 18 civils musulmans abattus alors qu'ils essayaient de fuir pour se protéger. Dans un cas, par exemple, les anti-Balaka ont tiré sur les musulmans qui essayaient de se réfugier dans une école transformée en refuge, protégée par les forces internationales. Ils les ont tués alors que ils les ont tués ainsi qu'un casque bleu congolais. Vous entendrez des éléments de preuve selon lesquels une femme musulmane a été découverte par les anti-Balaka dans une maison. Ils lui ont pointé les armes sur elle, ils l'ont menacée de la tuer. Le chef, finalement, a dit à la victime qu'il n'allait pas la tuer, mais qu'il allait la prendre pour femme. Il l'a violée. Après le viol, le groupe est parti et la victime a pu arriver jusqu'à l'école pour se réfugier. Ce viol, malheureusement, n'est pas le seul. Les éléments de preuve montreront qu'une telle violence sexuelle était symptomatique de l'attaque plus large des anti-Balaka menée sur les villes et villages dans l'ouest de la RCA. Les anti-Balaka violaient les musulmans en représailles des crimes commis par les Séléka. Comme souvent dans un conflit armé, le viol, c'est de la vengeance. Une victime a déclaré à sa victime « Vous êtes des musulmans, ce sont vos frères qui ont tué nos familles. » Dans certains cas, les anti-Balaka ont forcé les hommes à assister au viol de leurs épouses avant de tuer les hommes. Ils ont même choisi des non-musulmanes pour les violer, simplement à cause de l'association de ces victimes avec des musulmans. Les éléments de preuve de l'accusation montreront que les anti-Balaka se sont livrés à la violence sexuelle à Gwen, Boda, Yaloké et que cette violence a été rapportée dans de nombreux endroits. Pour revenir à l'attaque de Bossangoa, les anti-Balaka ont également pillé, détruit des biens et attaqué des objets protégés. Au cours de l'attaque, les maisons musulmanes étaient systématiquement incendiées ou sinon détruites, en particulier dans les quartiers à prédominance musulmane de Boro, Arabe et Fulbe. Lors de la première semaine après que l'attaque ait commencé, les anti-Balaka ont démantelé et détruit plusieurs mosquées, y compris la mosquée centrale de Bossangoa. À la fin de janvier 2014, ils avaient détruit environ 1500 maisons musulmanes. J'ai parlé tout à l'heure d'une école qui avait été transformée en refuge. J'y reviens. Cette école était protégée par les forces internationales. Elle était connue sous le nom de École de la Liberté. Depuis le 5 décembre, elle abritait déjà des musulmans qui avaient fui la violence anti-Balaka commise dans les villages autour de Bossangoa. Presque immédiatement après le début de l'attaque de Bossangoa, le nombre de musulmans déplacés se trouvant à l'école s'est compté par milliers. Au cours de l'accusation, l'accusation produira des images satellites analysées par les Nations Unies qui montrent l'apparition brutale de toiles, d'abris de toiles autour de l'école. On peut comparer cette image prise le 4 décembre 2013 avec celle-ci prise le 12 décembre 2013. À la fin de décembre 2013, l'école abritait
était quelques 7 000 personnes déplacées, la plupart des femmes et des enfants venant de quartiers musulmans de Boro. Certains d'entre eux avaient été emmenés de force hors de leur maison jusqu'à l'école pour qu'ils puissent être chassés de la ville. L'école, qui s'appelait l'école de la liberté, n'avait rien de semblable. La population musulmane de Bossangoa ne pouvait pas partir à cause de la menace réelle d'être tuée par les éléments anti-Balaka. Les anti-Balaka passaient quelquefois à côté de l'école en prononçant des menaces. Les éléments de preuve montreront que c'était comme vivre dans une prison, comme le dira un témoin. Cet emprisonnement pour les musulmans a duré pendant des mois, jusqu'à environ avril 2014. Entre-temps, à la mi-janvier, 2014, M. Ngaïsona a été officiellement désigné comme coordinateur national anti-Balaka lors d'une réunion convoquée dans sa maison à Bangui. Présent à cette réunion avec les comzones des provinces et de Bangui, il était un des chefs de l'attaque du 5 décembre à Bossangoa. À partir de là, M. Ngaïsona a exercé son autorité. Il faut se souvenir également à ce stade que l'école abritait des milliers de musulmans déplacés et qu'elle continuerait à être une enclave pendant plusieurs mois assiégée par les anti-Balaka. Les éléments de preuve montreront combien ils ont souffert et ces souffrances sont bien connues. En avril 2014, la quasi-totalité de la population musulmane, qui comptait 8 000 personnes à Bossangoa, avait effectivement été chassée. Sous la menace, ils sont évacués par les forces internationales, essentiellement vers le Tchad. L'éviction de la population musulmane n'était pas un produit secondaire de l'attaque menée par les anti-Balaka contre eux, mais plutôt l'objectif même de cela. Ceci conclut ma présentation, Monsieur le Président. Je vais maintenant donner la parole à ma collègue, Madame Berdenikova. Le Président, très bien. Madame Berdenikova, bonjour, Monsieur le Président. Je vais poursuivre les soumissions de l'accusation en cette affaire ce matin avec la présentation de deux sujets. Premièrement, les chefs 24 à 28, le long de l'axis PK9 Mbaïki, et le chef 29 en ce qui concerne l'enrôlement et l'utilisation d'enfants dans les hostilités. Commençons par les chefs 24-28. Nous allons nous éloigner de Bossangoa et suivre le groupe de Yekatom dans la préfecture de Lobaï. Comme vous le verrez sur vos écrans, celle-ci est située dans la partie sud-ouest de la RCA et confine avec la République du Congo et la RDC. Sa capitale est Mbaïki.
Nous allons parler donc de cette région de Lobai, située le long de l'axe entre PK9 à 9 km environ du centre de Bangui et Baïki. Cela représente une distance d'environ 110 km. Comme les éléments de preuve le montreront, le 10 janvier 2014 ou aux environs de cette date, donc juste quelques semaines après l'attaque du 5 décembre, Yekatom ordonne à ses éléments anti-Balaka sous son commandement de s'emparer de cette région. Pour exécuter ces ordres, le groupe de Yekatom est parti de sa base à l'école de Yamwara à Boeing, au sud du pont PK9 à Bimbo et au-delà, jusqu'à atteindre Mbaïki environ 3 semaines plus tard, le 30 janvier 2014 ou aux alentours de cette date. Des témoins de l'accusation et des témoins privilégiés ainsi que des témoins directs décriront comment, lors de leur progression vers Mbaïki, des éléments anti-Balaka ont conduit Yekatom et permis de gagner le contrôle sur des villes et des villages le long de cet axe, Sekia, Dangala, Bimon, Kapu, Bosongo et Pissa. Vous entendrez dans la bouche d'un témoin privilégié cette progression, et je cite en français. Lui, il voulait prendre chaque village. C'est-à-dire que quand nous étions venus à Sekia, nous avons occupé le poste de Bimbo. Après Bimbo, on a récupéré Bosongo. Après Bosongo, c'est Pisa. Pisa pour que nous récupérons tous les lieux, jusqu'au niveau de toute la Lobaye. Donc c'était ça. Le Bimon aussi, on a pris, etc. Your Honors, evidence will show. Les éléments de preuve montreront qu'à mesure que le groupe de Yekatom progresse vers Maïki, ils établissent des barrages routiers sur la route où des éléments anti-Balaka armés filtrent les mouvements et ciblent les musulmans. Ils confisquent du bétail et des biens, extorquent de l'argent à ceux qui passent par ces postes de contrôle. Les villages le long de cet axe étaient pris par les anti-Balaka sans résistance. Les Séléka s'étaient déjà retirés de la région au moment où le groupe de Yekatom est arrivé. Les éléments de preuve montreront qu'il ne s'agissait pas uniquement des Séléka qui fuyaient les villes et les villages le long de cet axe. Des civils musulmans craignant pour leur vie fuyaient la région en masse en apprenant la progression des anti-Balaka. Beaucoup de civils musulmans initialement ont cherché refuge dans la capitale de la province, Mbaïki. Lors du procès, vous entendrez la déposition de certains de ces individus, y compris un témoin direct qui explique, et je cite, « À mesure que Yekatom avançait à l'intérieur de Lobai, tous les musulmans prenaient la fuite vers Mbaïki. Tout le monde fuyait les anti-Balaka de Yekatom. Un membre du groupe de Yekatom confirme que les craintes de ces civils n'étaient pas sans fondement. Il explique, et je cite, « Lorsque les musulmans ont entendu parler des anti-Balaka, tous les musulmans de Sekia, Pissa, Yamboro ont pris la fuite vers Mbaïki parce qu'ils craignaient qu'on les tue. » Ce témoin rappelle ensuite, et je cite, « Il y avait une instruction générale. Si nous en trouvions certains, eh bien nous les tuerions comme des ennemis de la Séléka. C'était l'instruction générale donnée par nos chefs, Rambo, Cœur de Lion, lors de nos rassemblements. Ces chefs nous ont dit que nous ne devions laisser aucun musulman rester car ils avaient pris parti pour les Séléka. » Un autre témoin privilégié du groupe de Yekatom confirme que les anti-Balaka considéraient tous les musulmans comme leurs ennemis. Le témoin explique, et je cite en français, « Tous les musulmans sont des ennemis. Parce que quand on était dedans, on se dit qu'il n'y a pas petits musulmans, il n'y a pas grands musulmans. Tous les musulmans sont pareils. Qu'ils sont armés ou pas, ils peuvent aussi être comme des agents de renseignement du côté de la Séléka. Et puis, ben voilà. Donc, on ne les accepte pas.
Le même témoin privilégié témoignera du fait qu'au cours d'une réunion à Sekia, un des villages le long de l'axe PK9 Mbaïka, le numéro 2 de Yekatom, Cœur de Lion, donne l'instruction explicite au groupe anti-Balaka de tuer tous les musulmans passant sur la route de Mbaïki. L'instruction était, je cite en français, « Tous les musulmans qui franchissent cette route de Mbaïki, on les abat. » Ceci est confirmé par un autre témoin privilégié qui explique, et je cite, « Cœur de Lion ne cachait pas le fait qu'il voulait chasser les musulmans. Je l'ai entendu le dire. Il voulait bouter les musulmans hors de la RCA, vers leur pays d'origine. Tous ceux qui priaient comme musulmans, eh bien, devaient s'en aller, qu'ils soient nés en RCA ou pas. » Le témoin ajoute, « Cœur de Lion avait chassé les musulmans du PK9 à Baïki et le long de la route de Boda. Il a entendu qu'il y avait encore des musulmans qui restaient à Boda et il voulait les chasser. Les éléments de Cœur de Lion nous l'ont dit. En passant par Mbaïki, nous pouvions voir encore des maisons en flammes. Des villageois de Bosango, Sekia, Pissa et d'autres le long de la route vers Mbaïki m'ont dit que tous les musulmans étaient partis à cause de Cœur de Lion. Messieurs les juges, les éléments de preuve montreront que, en résultat de cet influx massif de musulmans fuyant les villes et les villages voisins, la population musulmane de Mbaïki a augmenté de manière significative jusqu'à la fin de janvier 2014. Comme l'a déclaré précédemment mon collègue, M. Iverson, on est arrivé à ce moment-là au nombre de 10 à 15 000 personnes. Ce nombre sera corroboré par d'autres, y compris un résident de Mbaïki qui estime que le nombre de musulmans à Mbaïki est passé d'environ 2 000 à 15 000 ou 16 000 au début de février 2014. Autour du 30 janvier 2014, les éléments anti-Balaka de Yekatom sont entrés dans Mbaïki. Lorsque le groupe de Yekatom est arrivé, une réunion de réconciliation est organisée lorsque l'évacuation des musulmans tchadiens au cours de laquelle l'évacuation des musulmans tchadiens a été discutée, organisée par les autorités locales à l'église Sainte-Jeanne d'Arc. Yekatom et les membres sous son commandement, y compris Habib Beina et son adjoint, Cœur de Lion, y assistent, ainsi que des représentants des communautés musulmanes et chrétiennes, des représentants des autorités locales, la MISCA et les forces françaises Sangaris. Nous aurons des preuves que Yekatom appelait ostensiblement à la paix entre les chrétiens et les musulmans pendant cette réunion, mais que ce message était creux. Cela sera confirmé par un témoin direct du groupe de Yekatom. Dans ce contexte, les éléments de preuve démontreront que ces mots étaient une farce, avec ces éléments ayant ciblé les civils musulmans sous son ordre et les avoir forcés à fuir par crainte justement pour leur vie à Mbaïki, justement. Les témoins expliqueront comment, dans les jours suivant l'arrivée du groupe de Yekatom à Mbaïki, les anti-Balaka ont menacé de manière ouverte les musulmans civils. Un résident musulman à Mbaïki rappelle comment les anti-Balaka menaçaient les musulmans en leur disant « Vous êtes des idiots, nous allons vous tuer si vous restez. On vous a dit de partir, de quitter ces régions. Si vous continuez à rester, nous allons vous tuer. » Un autre témoin direct d'Mbaïki rappelle, et je cite, « Les anti-Balaka menaçaient nos enfants, les femmes et les personnes âgées avec leurs machettes. Ils disaient qu'ils allaient nous tuer, nous tailler en pièces. Ils menaçaient de détruire nos maisons. Ils m'ont menacé, moi aussi. » Et il ajoute, les anti-Balaka continuaient
a menacé les musulmans en se comportant de manière menaçante, en brandissant leurs machettes contre nous et en faisant des gestes de la main pour indiquer qu'ils voulaient nous trancher la gorge ou nous blesser. Ces menaces et ces gestes menaçants étaient faits lorsque Rambo se trouvait dans Mbaïki, mais aussi lorsqu'il n'était pas là. D'autres témoins corroboreront ces éléments de preuve. Vous verrez également, messieurs les juges, que ces menaces proférées par les anti-Balaka n'étaient pas de la simple rhétorique. Les anti-Balaka s'ingéniaient à saper même les maigres mesures prises par les autorités locales pour protéger la population civile en attaquant par exemple une patrouille de sécurité. Les éléments de preuve montreront que leur détermination à bouter les musulmans hors de la région était implacable. À partir du 6 février 2014, les forces tchadiennes ont commencé l'évacuation de milliers de musulmans menacés par les anti-Balaka à Mbaïki. Ils ont été emmenés au Tchad ou dans d'autres parties de la RCA. Des convois de musulmans déplacés transitaient par Bangui vers le Tchad et ces convois ont été de nouveau attaqués par les anti-Balaka en chemin. En 2 semaines, la quasi-totalité de la population de Mbaïki avait été évacuée, sauf pour le maire adjoint, Djido Saleh, et sa famille, qui avaient refusé de quitter leur ville natale. Le transfert forcé, la déportation et le déplacement de la population musulmane le long de l'axe PK9 Mbaïki constituent les chefs 24 et 25 des crimes des charges portant contre les 2 accusés. Messieurs les juges, en février 2014, après que des milliers de musulmans aient fui Mbaïki, des délégués d'Amnesty International ont rencontré Djido Saleh au cours de leur mission dans la ville. Il leur a dit que lui et sa famille étaient nés en République centrafricaine et qu'ils n'avaient aucune raison de fuir. Il avait tort. Quelques jours plus tard, le 28 février 2014, Djido Saleh, l'un des seuls musulmans restant encore à Mbaïki, était assassiné et son cadavre, horriblement mutilé. Ceci constitue les chefs 26 et 27 des crimes des charges. Les éléments de preuve montreront que la maison de Djido Saleh a été attaquée par un groupe de meurtriers, y compris des membres du groupe anti-Balaka de Yekatom. Et au moment où Saleh cherchait à défendre sa maison, sa famille réussissait à fuir et à trouver la sécurité. Au moment où il a cherché à fuir pour sauver sa propre vie, il a été rattrapé à quelques mètres de la gendarmerie locale et brutalement tué. Vous entendrez des éléments de preuve montrant comment ces meurtriers l'ont pourchassé, lui ont jeté des pierres et tranché la gorge. Une vidéo de cette brutalité qui lui a été infligée vous sera présentée, montrant son corps traîné à travers la rue, horriblement mutilé. Vous avez une image extraite de cette vidéo. Après le meurtre de Saleh et la mutilation barbare de son corps, un des meurtriers déclare, et je cite cela en français, pour voir cela de leurs propres yeux. Another perpetrator. Un autre meurtrier déclare également dans la vidéo, et je cite, on lui a dit de fuir et de rentrer dans son pays. Il ne voulait pas. Messieurs les juges, Yekatom était informé de l'implication de ces éléments dans ce meurtre. Les éléments de preuve montreront qu'au cours d'une réunion avec les gendarmes et la MISCA, qui s'est tenue le 2 mars 2014, il a déclaré qu'il savait qui était responsable du meurtre et qu'il les avait sanctionnés. Il n'y a pas de preuve qu'une sanction ait été effectivement prise contre ces éléments et mise en œuvre par Yekatom. En outre, un témoin de l'accusation expliquera comment Yekatom faisait référence à ce meurtre en disant qu'il s'agissait, et je cite, d'un accident.
Messieurs les juges, les événements que je viens de décrire peuvent difficilement être qualifiés d'accidents. Les éléments de preuve montreront que Yekatom et ses éléments anti-Balaka ont commis les crimes et les actes que je viens de décrire dans un effort coordonné pour nettoyer les villes et les villages le long de l'axe PK9 Mbaïki de leur population musulmane. Ces actes privaient en outre les victimes de droits fondamentaux comme le droit à la vie, à la liberté, à l'intégrité mentale et physique, à la dignité, à la liberté religieuse et constituent le chef 28, crime contre l'humanité de persécution. J'en arrive maintenant à la connaissance de Ngaïsona. Les éléments de preuve montreront qu'il savait et qu'il acceptait que de tels crimes auraient lieu dans la préfecture de Lobaï. Pendant la période pertinente, Yekatom et son groupe ont opéré dans le cadre de la coordination nationale anti-Balaka sous l'autorité de Ngaïsona. Les éléments de preuve montreront qu'après l'attaque du 5 décembre, Yekatom a continué à rencontrer et à se coordonner avec des hauts chefs anti-Balaka, y compris Ngaïsona. Les éléments de preuve montreront que, bien qu'il soit bien connu que le groupe de Yekatom contrôlait l'axis PK9 Mbaïki, ce n'est qu'après que la population musulmane soit partie et que l'accord de Brazzaville ait été signé en juillet 2014, que Ngaïsona a effectivement pris part à une mission visant à démanteler les barrages routiers le long de cet axe. En outre, la situation et les crimes commis par le groupe de Yekatom dans la préfecture de Lobaï ont fait l'objet de reportages abondants dans les médias immédiatement. Le 10 février 2014, quelques jours après l'évacuation massive de musulmans de Mbaïki, le commandant des Sangari, Francisco Soriano, a condamné les anti-Balaka comme étant le principal ennemi de la paix dans le pays. Ngaïsona a répondu à cette déclaration le jour suivant, le qualifiant de incendiaire et a défendu les anti-Balaka et leurs actions. Il a également critiqué la déclaration faite par Catherine Samba Panza au cours de sa visite à Mbaïki pendant la même période, le 12 février 2014, visite au cours de laquelle elle a dénoncé les actes violents commis par les anti-Balaka. Messieurs les juges, il est important de se souvenir également qu'à ce moment-là, il y avait encore une attaque en cours dans les provinces occidentales de la RCA et que les gens continuaient à être assiégés à Bossangoa. Malgré la connaissance des crimes commis par Yekatom et son groupe, Ngaïsona n'a pas condamné leur commission ou agi pour y mettre un terme. Au contraire, il a validé les actions de Yekatom en encourageant son comportement criminel et en approuvant son adhésion continue au groupe. Messieurs les juges, j'en arrive maintenant au chef numéro 29, à savoir enrôlement et utilisation des enfants afin de les faire participer à des hostilités. Yekatom et ses subordonnés ont enrôlé et conscrit des enfants de moins de 15 ans au sein du groupe anti-Balaka de Yekatom à partir d'au moins décembre 2013 jusqu'au mois d'août 2014. Ils se sont servis de ces enfants pour accomplir un certain nombre de tâches, y compris le fait de s'occuper des checkpoints, de recueillir des renseignements de sécurité et de prendre part activement à des hostilités. Vous entendrez des témoignages, notamment de la part d'un certain nombre de témoins, y compris d'anciens enfants soldats, qui vous diront de façon détaillée comment ils ont été impliqués dans le groupe anti-Balaka. Des témoins privilégiés, les journalistes vous décriront également la présence et l'utilisation d'enfants, y compris ceux qui avaient moins de 15 ans, au sein du groupe de Yekatom. En plus de ces témoignages, la corroboration du recrutement et de l'utilisation des enfants soldats par Yekatom sera produite sous forme de documents, de rapports d'experts, de photographies et de vidéos. Les éléments de preuve montreront qu'il y avait des enfants de moins de 15 ans stationnés dans la base de l'école Yamwara et dans d'autres bases et des checkpoints contrôlés par Yekatom et ses subordonnés, y compris le long de l'axe PK9 Mbaïki, Mongumba, et vous allez les voir à l'écran dans un instant.
En parlant des enfants qui étaient présents au sein du groupe anti-Balaka, un témoin oculaire a dit ceci, et je cite, « Je me déplaçais souvent entre Bangui et Mbaïki, et je voyais de très jeunes garçons, âgés de 10 ans, le long du barrage Sekia et Pissa, des barrages anti-Balaka. Les enfants portaient des uniformes militaires et des vêtements civils. Certains portaient des gris-gris autour du cou et portaient des armes. J'ai vu des enfants, y compris les plus jeunes, qui portaient des armes traditionnelles comme des arcs, des flèches et des couteaux. Les enfants ont rejoint le groupe de Hécatombe parce que conscrits par la force ou volontairement. Vous entendrez des témoins privilégiés. Vous vous expliquez que Hécatombe était personnellement présenté à des groupes de jeunes enfants ou a eu une interaction directe avec des enfants de moins de 15 ans qui ont été recrutés au sein de son groupe. Les enfants soldats recevaient une formation de type militaire. Un enfant soldat, au sein du groupe de Hécatombe, explique que les enfants étaient regroupés avec des adultes pour suivre la même instruction militaire. On leur a appris les tactiques de combat, comment se cacher, à quel moment on doit s'allonger par terre, comment éviter des balles. Ils ont également reçu des instructions sur la manière de manier les armes, donc comment assembler et désassembler une arme. Ils étaient battus avec des bâtons et cela faisait partie de leur formation afin qu'ils deviennent plus forts. Vous entendez également un autre témoin privilégié confirmer que ces instructions ont eu lieu et souvent en la présence de Hécatombe. Comme je l'ai mentionné précédemment, les enfants étaient utilisés pour accomplir diverses tâches. Par exemple, être de faction dans les postes de contrôle, pour espionner, pour monter la garde devant la maison de Hécatombe. Un membre du groupe de Hécatombe explique que les enfants étaient envoyés au barrage routier avec des adultes. En décrivant ces activités au poste de contrôle, il a expliqué ceci. Lorsque vous étiez centrafricain, vous vous laissez passer. Si vous étiez musulman, on vous arrêtait. Et on supposait que vous étiez soit un traître, soit têtu. En général, lorsqu'on attrapait une personne et qu'on la ramenait d'un barrage, on la remettait aux enfants afin qu'ils la poignardent, lui coupent les oreilles. Et enfin, c'était un adulte qui le tuait. Le témoin précise que les musulmans que l'on voyait au barrage routier étaient traités comme des traîtres et devaient, je cite, être uniquement tués et pas relâchés. Fin de citation. Nous présentons également des éléments de preuve montrant que les enfants montaient la garde devant la maison de Hécatombe. Un témoin nous a expliqué que ces gardes il y avait des adultes et des enfants parmi les gardes. Monsieur le Président, Messieurs les juges, les éléments de preuve montreront également que les enfants au sein du groupe de Hécatombe ont participé activement aux hostilités. Hécatombe a donné personnellement l'ordre aux enfants de participer aux attaques en faisant fi de leur âge. Ainsi, un enfant nous explique que, en se préparant pour l'attaque du 5 décembre 2013 sur Boeing, et je cite, « Cœur de Lion ne voulait pas que les enfants participent à cette attaque. Mais Rambo a dit que les enfants devaient être impliqués parce que les Arabes tuaient nos compatriotes. » Le témoin explique la journée où l'attaque a eu lieu, en précisant le rôle qu'il a joué en tant qu'enfant soldat. Et je cite, « Mon rôle était ceci, lorsque on tirait on touchait quelqu'un à la jambe par balle et que cette personne ne pouvait pas bouger, eh bien, je devais la poignarder pour qu'elle devienne faible et qu'elle ne puisse plus bouger. Les enfants avaient reçu comme instruction de la part de Cœur de Lion et de Rambo de rester à l'arrière et les chefs avaient des armes à feu et nous avions des machettes et des couteaux. À ce moment-là, les enfants avaient tous reçu des couteaux. Le témoin ajoute que les enfants avaient également des munitions pour des AK-47. Ce récit sera corroboré par un autre enfant soldat qui vous expliquera que les enfants avaient reçu des machettes en vue de l'attaque du 5 décembre sur Bangui. On leur avait dit que leur tâche consistait à tuer. On leur a dit qu'ils allaient, et je cite,
combattre les Arabes et que tout le monde devait être vigilant. Il n'y avait pas de différence entre les hommes, les femmes et les enfants. Nous devions les tuer tous. Fin de citation. Vous entendrez également des éléments de preuve montrant que les enfants recevaient des drogues pour contrôler leur peur et la faim également. Ils recevaient des drogues pour exécuter des ennemis et pour participer au combat. On leur donnait par exemple de la marijuana, du rouge ou du tramol, et qui est une forme d'opiacé. Plusieurs enfants soldats vous décriront qu'ils recevaient ces drogues, y compris un enfant soldat qui se rappelle en disant ceci: on nous donnait des comprimés de la marijuana pour que nous puissions continuer à nous battre. Les comprimés étaient rouges, on les appelait les rouges, et nous devions en prendre 5 à la fois. Cela nous aidait à rester éveillés et les comprimés nous étaient remis par Rombaud. Fin de citation. Monsieur le Président, Messieurs les juges, les éléments de preuve montreront que le recrutement et l'utilisation des enfants soldats par les anti-Balaka était un phénomène bien connu. En effet, des rapports publics multiples sur le recrutement et l'utilisation des enfants seront corroborés par les témoignages de vive voix de témoins au procès. La cessation du recrutement et l'utilisation des enfants soldats par des groupes armés était une condition distincte prévue à l'accord de Brazzaville qui a été signé par Ngaïsona au nom des anti-Balaka le 23 juillet 2014. Comme mon collègue M. Ledy l'a dit précédemment, Katom était également présent à Brazzaville. Il était un des hauts représentants du groupe anti-Balaka. Au procès, vous entendrez également des éléments de preuve sur la démobilisation d'enfants soldats des anti-Balaka au cours des mois qui ont suivi, y compris le groupe de Yekatom. Nous présenterons des éléments de preuve qui montreront que quelques mois avant le sommet de Brazzaville, autour du mois de mars 2014, UNICEF a identifié des enfants soldats au sein des rangs anti-Balaka dans la préfecture de Lobaï. En tant que chef, Yekatom a été pressenti pour négocier leur libération. Des éléments de preuve montreront également qu'il a donné la permission à ses subordonnés pour identifier et inscrire des enfants du groupe de démobilisation, aux fins de démobilisation, car cela lui coûtait très cher. Des éléments de preuve, y compris émanant de rapports d'Amnesty International, montreront également qu'à la suite des négociations en août 2014, soit 8 mois après l'attaque du 5 décembre, Yekatom a accepté la démobilisation de 153 enfants de son groupe, y compris ceux qui avaient moins de 15 ans. Il a également accepté de s'abstenir de les recruter à nouveau et a signé un document pour confirmer cet accord. Une copie de cet accord, qui porte la signature de Yekatom, en deçà de son engagement à libérer et à s'abstenir du recrutement à nouveau des enfants, apparaît à l'écran maintenant. Messieurs les juges, j'en arrive à la fin de ma présentation. Avec votre permission, je vais passer la parole à M. Van der Poel. Merci beaucoup de votre attention. Le juge président, je vous remercie. Bien sûr, M. Van der Poel, c'est vous qui avez la parole maintenant. Monsieur Van der Poel. Bonjour à nouveau, Monsieur le Président, Messieurs les juges. Avec votre permission, j'aimerais poursuivre notre présentation et je serai très bref. Je sais que les présentations ont été très longues et que vous avez beaucoup à assimiler. Donc, réjouissez-vous, j'en ai pour 10 minutes ou moins que cela. Monsieur le Président, Messieurs les juges, les affaires contre ces deux accusés ne sont pas les mêmes. Elles ne sont pas interchangeables, elles ne sont pas coextensives non plus. Comme vous le savez, M. Ngaïsona est accusé d'avoir engagé sa responsabilité pour les crimes commis par les anti-Balaka, y compris les crimes commis par Yekatom et ses éléments, ainsi que
des crimes commis par les autres comme zones anti-Balaka et leurs éléments dans d'autres parties du pays. Leurs rôles, s'agissant des anti-Balaka en tant que groupe, sont différents. Ils sont distincts. Yekatom jouait un rôle opérationnel. Il était commandant. Il commandait 3000 éléments. Les éléments de preuve montreront qu'il était présent. Il était sur le terrain. Il était avec ces éléments. Il est accusé d'avoir ordonné la commission de crimes commis par ces éléments et d'avoir commis lui-même des crimes de concert avec ces éléments dans la poursuite d'un plan commun qui a mis en œuvre la même politique criminelle qui caractérise tous les crimes commis par les anti-Balaka à l'encontre de la population civile musulmane dans l'ouest de la RCA. Ainsi, Yekatom est accusé en tant qu'auteur principal en l'espèce. En revanche, M. Ngaisona était plus distant. Il ne s'est pas sali les mains, pour ainsi dire. En tout cas, pas de façon visible. Il agissait de façon discrète. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Les éléments de preuve montreront que son poste était plutôt stratégique, qu'il a joué un rôle central dans la formation du groupe et la coordination de celui-ci. Il est accusé en tant que complice dans la commission des crimes commis par les anti-Balaka en tant que groupe. Et vous vous rappellerez la référence que j'ai faite précédemment sur sa complicité dans la commission des crimes visés dans les charges. En effet, il est accusé d'avoir engagé sa responsabilité pénale au-delà des crimes commis par Yekatom et son groupe. Il est accusé d'avoir commis des crimes commis par d'autres comme Zone et d'autres dirigeants anti-Balaka et éléments anti-Balaka à Bangui, à Bossangoa et au lendemain de ces attaques survenues le 5 décembre 2013. Nous croyons que les éléments de preuve montreront que ses contributions à la commission des crimes par les anti-Balaka en tant que groupe dépasse le simple fait d'apporter son concours ou son assistance ou une contribution à la commission de crimes de toute autre manière. Et à cet égard, il est important de rappeler que la commission des crimes ne comprend pas uniquement la planification, la préparation et la tentative et l'exécution, c'est-à-dire les éléments objectifs des crimes, mais elle comprend également des éléments subjectifs, à savoir la conception, la formation ou la formation d'un état d'esprit, la disposition ou l'intention de commettre des crimes. La contribution à l'intention de commettre un crime est tout aussi valide et importante que la contribution à la commission du dit crime en exécutant physiquement ce crime. J'exhorte la Chambre à garder cela à l'esprit à mesure que vous entendrez les éléments de preuve dans le cadre de cette affaire. La politique criminelle et le dessein commun au sein des rangs des anti-Balaka concernent l'élément psychologique des crimes visés dans les charges, ainsi que la conception, la promotion et l'exécution de cette politique. Nous estimons que les éléments de preuve montreront que la contribution aux éléments objectifs des crimes visés dans les charges, ainsi que les éléments subjectifs, c'est-à-dire le fait d'encourager, d'apporter un soutien moral et pratique, le fait d'apporter une assurance, de motiver. Tout cela contribue à la commission des crimes par les grippes. Les éléments de preuve montreront que les crimes commis ont eu des conséquences de longue date. Et comme cela a été précisé, la population civile musulmane a été assiégée pendant le mois d'avril 2013. Et les éléments de preuve montreront qu'à Bangui, la population musulmane civile qui a été déplacée du PK5 a été expulsée à la suite de l'attaque d'Anti-Balaka. Ils s'y trouvent toujours d'ailleurs, dans l'enclave du PK5. Et cela ne s'est pas terminé à la suite des attaques militaires. L'attaque a perduré
tout comme le mauvais traitement réservé à la population musulmane, parce qu'ils ont été étaient assujettis à un transfert forcé, et ils ont été déportés, et ils le sont toujours. Et cela a perduré tant qu'ils ont été privés de leur liberté physique et persécutés. Il en va de même des victimes qui ont été expulsées de force le long de l'axe PK9-Mbaïki. Le comportement de l'accusé, en particulier M. Ngaïsona, après qu'il soit devenu le coordonnateur national général des anti-Balaka, n'est pas un fait ex post facto s'agissant des crimes visés dans les charges. Bien au contraire, son comportement en tant que dirigeant de la coordination nationale anti-Balaka s'est produit pendant la commission des crimes survenus en décembre, parce que la commission des infractions et des crimes s'est poursuivie. Les éléments de preuve montreront que son action ou son inaction a continué à jouer un élément important dans la continuation des crimes anti-Balaka contre la population civile musulmane dans le contexte des attaques et bien au-delà. Et ce comportement, durant la commission continue des crimes, occupe un rôle central dans les éléments de preuve. Lorsqu'il était au Cameroun, lorsqu'il était en France, le long de la frontière, lorsqu'il a distribué des tourayas, lorsqu'il a donné des instructions, lorsqu'il a envoyé de l'argent, il a apporté un financement. Si Ngaïsona n'avait pas l'intention de contribuer à la commission des crimes commis par les anti-Balaka sous la houlette de la coordination nationale, eh bien, il aurait mis fin à tout cela. Il aurait renoncé au leadership qu'il occupait au sein du groupe. Il aurait aidé les forces internationales ou le gouvernement de transition afin de protéger la population civile musulmane. Il n'aurait pas condamné le gouvernement de transition pour les crimes et le comportement des anti-Balaka. Il aurait pu dénoncer les auteurs qui faisaient partie de la coordination nationale pour qu'ils soient traduits en justice, ou il aurait pu demander une assistance afin de les traduire en justice. Des auteurs comme M. Yekatom, par exemple. Les éléments de preuve démontrent le contraire. Il ne l'a pas fait. Tout comme un incendiaire n'essaie pas d'éteindre un incendie qu'il a commencé. Les éléments de preuve montreront que M. Ngaïsona n'est pas un artisan de la paix. Il n'a pas essayé de sauver qui que ce soit. Les éléments de preuve montreront qu'il veillait sur ses propres intérêts, que c'était un opportuniste politique. Son comportement a fait partie de la commission des crimes visés dans les charges, mais les éléments de preuve montreront que son comportement, il a affiché le même comportement durant la commission des crimes anti-Balaka qui se sont produits dans les provinces de l'Ouest pendant la même période. Et il était au courant de tout cela. Ses actions, les actions de Ngaïsona, lorsqu'il a donné des instructions, lorsqu'il a défendu les anti-Balaka, lorsqu'il a menti à la communauté internationale, lorsqu'il leur a assuré une couverture politique, lorsqu'il a été le porte-parole de leurs revendications, comme il aimait à dire, et lorsqu'il a fait des pressions auprès du gouvernement pour leur procurer des avantages, eh bien, toutes ces actions témoignent du soutien qu'il a apporté à la commission des crimes par le groupe contre les civils. Et tout cela doit être apprécié dans le contexte de l'effet que cela a eu sur le groupe, qu'il les ait encouragés, qu'il ait promu certaines pratiques, qu'il ait soutenu des objectifs idéologiques. Eh bien, les éléments de preuve montreront que tout cela s'est bien produit. En tant que chef, en tant que coordonnateur général national, eh bien, son rôle était justement de faire la promotion des objectifs pratiques et idéologiques du groupe. Et il a assumé ce rôle sur une base volontaire et s'est même battu au sein même du groupe anti-Balaka pour maintenir ce rôle. L'idée que le comportement de Ngaïsona après l'attaque du 5 décembre par les anti-Balaka est sans pertinence. Je suis sûr que
la défense essaiera de faire valoir cet élément. Or, il n'est pas pertinent. Les éléments de preuve montreront bien que Yekatom n'était pas un combattant de la liberté. Plus de 100 000 civils musulmans ont été déplacés. Leurs familles, leurs communautés ont été détruites. Et tout cela montre de façon on ne peut plus claire que c'est à la suite des attaques anti-Balaka que cela s'est produit. Et cela comprend les crimes dont les deux sont accusés aujourd'hui. Le groupe avait un pouvoir destructeur. Les éléments de preuve qui seront présentés dans le cadre de ce procès démontreront de façon claire, au-delà de tout doute raisonnable, qu'il a engagé sa responsabilité pénale individuelle pour les crimes qui lui sont reprochés et parce qu'il a été complice dans la commission de ces crimes également. Monsieur le Président, Messieurs les juges, j'en arrive à la fin de la présentation donc, de la thèse de l'accusation. Je voudrais vous remercier de votre indulgence et de votre attention. Merci beaucoup, dit le juge président. Merci beaucoup, Monsieur Van der Poel. Je crois que nous allons faire la pause café maintenant et nous commencerons la présentation des représentants des victimes à 11 heures. All rise.